Je suis par terre, il fait froid, c'est le mois de janvier en même temps, il a plu et je commence à être mouillé par le dos et j'ai froid, ça m'énerve et j'entends tout le monde hurler que j'ai un œil crevé mais personne vient de me ramasser pour m'emmener à l'hôpital. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Alors, nous t'avons invité pour en savoir plus sur toi, ton parcours. On voudrait commencer par savoir comment tu es arrivé à t'engager dans un mouvement social. Qu'est-ce qui a réveillé cette envie chez toi de t'engager? Je ne saurais pas te répondre précisément, si ce n'est que peut-être j'ai quelque chose, une aversion vis-à-vis de l'injustice, et ça depuis toujours, que j'ai toujours détesté l'injustice, et même dans mon parcours professionnel, il m'est arrivé d'avoir quelques péripéties parce que je dénonçais quelques injustices. Au-delà de ça, si je reprends un petit peu en arrière, je suis quand même issu d'une famille militante de par mes grands-parents et de par ma mère qui ont été des grands militants dans le Parti communiste, et j'accompagnais mon grand-père dans les diverses activités qu'il avait au sein du parti à l'époque, comme des manifestations pour Nelson Mandela ou sur le thème de la paix avec la colombe, et de distribuer l'UMA avec lui le dimanche matin. J'avais mon petit pif, qui était à l'époque un magazine avec le gadget à l'intérieur. Donc j'ai quand même malgré tout baigné si tu veux, dans ce moment enfantin, parce que c'est vraiment quand j'étais gamin. Après l'adolescence fait que tu passes à autre chose. Mais voilà, j'ai toujours baigné un petit peu dans ce militantisme familial qui a fait peut-être qu'à un moment donné, quand tu t'aperçois que les choses ne vont pas, il y a quelque chose d'inné qui se fait en toi, que tu es obligé d'agir. Voilà. Après quelques manifs estudiantines à l'époque du lycée, par rapport à ce qui pouvait se passer, les différentes colères des étudiants au moment où on était lycéen, où là je prenais aussi grande part à militer pour un meilleur avenir à l'époque, quand nous étions gamins. Et puis voilà, après bon, j'ai fait mon parcours d'adulte, mon parcours professionnel, toujours avec cette bille en tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, et d'être ce genre de personne que nous sommes peut-être une grosse majorité en France, qui n'adhère pas spécialement à une association quelconque, qui ne va pas forcément donner son temps à une association quelconque, parce que, si tu veux, dans mon esprit, putain, les gens meurent de faim en France et on a 12 000 associations d'action contre la faim, quoi. Les Restos du Cœur, Action contre la faim, enfin, ou même des petites structures qui vont, et très bien, et tant mieux. Mais ce qui est regrettable, c'est pourquoi ces gens-là existent et pourquoi il y en a autant et toujours plus de gens qui meurent de faim. Donc je m'inscrivais pas dans ce schéma. Et au-delà du schéma associatif, même du schéma politique, même en ayant été éduqué, on va dire, dans une famille plutôt de gauche, extrême gauche, communiste, de pas avoir savoir où poser mon cul sur ce échiquier politique qui nous est imposé, non pas proposé, parce que j'avais aussi cette capacité quelque peu, malgré tout, d'entendre ce que d'autres pouvaient dire, qui sont pas forcément ceux pourquoi j'ai été conçu, ou de la manière où j'ai été conçu politiquement, et de pas comprendre que une proposition qui peut être faite et mise en valeur et qui pourrait être bénéfique aux Français va toujours être mise à mal par un autre groupe politique pour des questions de dogme ou de pensée à la con, si tu veux. Donc de pas trouver non plus ma place politiquement, mais de toujours subir ces injustices, tu vois. De faire partie de cette catégorie de citoyens vivant en France, de citoyens français, de travailler, de donner mon temps, mon sang, mon énergie au travail pour faire vivre la France, pour faire reconnaître la France, comme beaucoup le font à l'échelle internationale, si tu veux. Un vendeur de foie gras ou un vendeur de champagne, il fait, comment dire, met en valeur la France à l'international. Je suis ce petit caillou, comme des millions d'autres en France, qui mettions à faire en sorte que la France marche bien. Et on fait partie de cette catégorie de personnes qui payent, et que quand il lui arrive une galère, il n'y a rien. Et au-delà de rien avoir, ça s'aggrave et c'est toujours pire. Donc, d'être inscrit dans cette forme d'injustice, j'attendais malgré tout peut-être un réveil populaire
qui pourrait peut-être ressembler à ce que moi j'avais comme idée sur le fond de mon canapé, à regarder des informations, à avaler des informations dans un premier temps, et à ensuite aller chercher d'autres compléments d'informations, et de me dire que de plus en plus, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu vois, et la goutte d'eau, c'est même pas Macron, la goutte d'eau, dans l'absolu. C'est François Hollande, tu vois. Le jour où il s'est permis d'appeler certains Français les sans-dents, pour les qualifier, ceux qui sont pauvres, il les considère comme Ça a été le déclic pour toi. Ouais, parce que je fais partie de cette population française qui avait des gros problèmes de dents, qui n'arrivait pas à se faire soigner les dents, qui travaillait. Je faisais des payes de 2000, 3, 4000, si tu veux. J'ai eu un parcours professionnel où j'ai très bien gagné ma vie. Je n'ai pas de problème avec ça. Et puis le jour où j'ai une galère et j'ai un gros souci de dents et qu'on te demande des 20 000 balles pour pouvoir te refaire les dents, et puis l'autre il se fout de ma gueule, il se fout de la gueule des millions de Français. Le mépris. Les dents, le mépris. Et les dents c'est très important. Les dents c'est le début de tout. Tu n'as pas de dents, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas digérer, tu ne peux pas déféquer correctement. Ça enchaîne, je suis désolé, hein, on dit les termes, ça enchaîne énormément de maladies, de problèmes. Tu vois, tu peux vivre avec un œil en moins, tu peux vivre avec des oreilles en moins, tu peux pas vivre correctement avec des dents en moins. Et ça, ne serait-ce qu'en termes de santé, mais en termes de social. Moi, je suis vendeur de métier. J'ai plus de dents, j'ai plus de métier. Parce que les gens qui n'ont pas de dents se cachent. Tu vois, j'ai connu une personne qui a fait en sorte que des gens puissent récupérer des dents. Beaucoup de femmes. Et de nombreuses femmes ne sortaient plus dans la rue. Et à partir du moment où ils ont eu des dents, ont pu retrouver du travail, ont pu se réinstaller socialement. Et ça a été le déclic, si tu veux. Putain, je bosse, je paye, j'ai pas il y a une légende urbaine qui dit que je suis un assisté, je paye mes impôts, j'ai pas de cave, de conneries comme ça, j'ai rien. Et le jour où j'ai une galère, eh ben j'ai vraiment rien. D'accord. Et ça, c'était compliqué, si tu veux. Et donc, cette injustice a fait que je me suis levé de mon canapé au moment où ce mouvement citoyen, quelque peu, a commencé à se mettre en branle. D'accord. Donc, jusqu'ici, tu étais quelque part spectateur d'une France qui va mal. C'est pas spectateur parce que j'y trouvais pas un intérêt à m'impliquer dans quelque chose parce que je... Et puis t'as pas trouvé l'opportunité de t'engager physiquement. Bah, à un moment donné, tu te prends depuis 40 ans la droite, la gauche, tu vois que c'est qu'une bande d'incapables et qu'à défaut d'être bénéfiques, ils te mettent beaucoup plus dans la merde et ils ne font rien. D'accord ? Donc c'est pas là la solution. Que les associations, malgré le travail fourni et avec respect qu'on doit avoir pour eux, bah, tu t'aperçois que ça fonctionne pas plus. Tu vois, qu'est-ce qui pourrait fonctionner plus pour que les choses changent? Peut-être un mouvement populaire. Il ne resterait que ça. Et ce mouvement populaire est arrivé et je m'inscrivais dedans. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment a débuté justement ce mouvement populaire? Comment toi tu l'as vu au départ? Et qu'est-ce qui t'a donné justement ce nouveau déclic de t'engager, d'y aller, de rencontrer les gens et puis finalement de participer à ce mouvement populaire? Là, tu me fais chercher quand même dans les, les archives. À quel moment tu as senti que 6 ans. À quel moment tu as senti que c'était le moment justement de faire quelque chose? Je l'ai pas forcément senti à titre personnel. C'est cette espèce de vague ressentie par nous tous quand les premiers échos d'un mécontentement citoyen, qui est pour moi une des meilleures convergences, à défaut de faire converger les luttes. Je pense que c'est la colère qui fait le plus converger, tu vois. D'avoir cette vague, avant les Gilets jaunes, parce qu'il y avait quand même un bruissement sur les réseaux sociaux et quelque peu sur des comités citoyens, sur un mal-être qui commençait à s'exprimer, avant même que le Gilet jaune et le mot Gilet jaune sortent. Donc suivi de près, et au moment où le tout a explosé et où on a eu concrètement ce leadership mis en place à l'image d'Éric Drouet, qui a été une des figures qui a su, comme on dit, mettre les gens dans la rue, mais au-delà de ça, il y a énormément de personnes qui ont travaillé en aval derrière lui. Ils ne sont pas moins de 16 personnes comme Priscilla Ludowski avec sa pétition, ou Bubu, le meilleur ami d'Éric Drouet, qui était aussi un des gros maîtres d'œuvre de ce qui a pu être cette révolte populaire, Deli Guada et plein d'autres personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, parce que parfois il y a la légende urbaine, il y a l'histoire médiatique, il y a l'histoire du mec qui raconte mais qui n'a rien vu et qui n'a rien vécu mais qui fera un bouquin, et que la véritable histoire, c'est ceux qui l'ont vécu. Donc j'ai été faire des recherches justement pour voir un petit peu ce côté historique de la naissance du mouvement. Ça, c'est pour voilà comment un petit peu ça s'est passé de manière synthétique. Il y aurait peut-être beaucoup plus de choses à dire. Après, à titre personnel,
ça va paraître con, mais dans un premier temps, j'ai surtout fait le suiveur. Le suiveur. C'est-à-dire, on m'a donné une date qui était celle du premier acte, qui était le 17 novembre 2018. Et puis, je vais te dire un truc. Donc, moi, j'étais encore dans cet esprit de mouvement populaire, et non pas gilet jaune, parce que ils m'ont fait chier ce jour-là, parce que j'ai pas pu arriver sur Paris. Parce que comme beaucoup de Français, le samedi matin, je faisais des chantiers au Black. Et j'avais mon petit billet à aller chercher avant d'aller manifester. Et à l'époque, je travaillais sur la Nationale 2, qui t'emmène vers Paris. Et les Gilets jaunes avaient bloqué la Nationale 2, donc j'ai pas pu accomplir ma matinée de travail. On s'est retrouvé bloqué avec le camtar. Ce qui fait que j'ai eu un peu les boules contre les Gilets jaunes qui m'ont empêché d'aller vivre cette super journée du 17 novembre 2018. Ils t'ont empêché de les rejoindre. Le premier samedi, je l'ai vécu sur le deuxième acte, quelque part, tu vois. Et j'y allais en tant que voilà, suiveur, en tant qu'acteur et témoin de la situation et de vouloir participer. Et au-delà de ça, je faisais, mais alors vraiment en amateurisme profond, des vidéos. Donc j'avais déjà une GoPro à l'époque. Et puis j'avais vu que ça a quand même un impact sur les réseaux sociaux de faire remonter les images, pas de live, hein, je n'avais pas tout ça encore à l'époque sur les premiers actes, et d'y aller avec ma GoPro filmer ce qui s'était passé sur le Donc tu avais déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux qui Pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'avais le compte familial Facebook avec 250 amis où tu mettais les photos à la plage et tu avais 9 likes, quoi. Ok. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où on t'a tendu un micro, de la première fois où il y a eu une caméra sur toi? La première fois où il y a un média qui t'a donné la parole. C'est particulier parce que on en reparlera avec l'ego. C'est que déjà les premières caméras auxquelles j'ai parlé, ce sont des caméras étrangères. Voilà. J'étais déjà beaucoup plus connu au Portugal qu'en France. C'est mes amis portugais qui m'appelaient, bon forcément ils m'appelaient, ils me disaient on t'a vu à la télé. Je le savais vu que j'étais passé autour des caméras portugaises. T'as 3 chaînes principales au Portugal dont RTP1 qui est sensiblement le TF1 de là-bas. Non même pas parce que je crois que c'est encore une chaîne d'État. Et je les avais vus passer sur les champs, peut-être l'acte 2 ou 3, je sais plus. Et puis comme j'avais vu RTP, je les ai interpellés en portugais. Et puis comme ils m'ont vu que j'ai parlé en portugais, ils sont venus me parler. Et puis les caméras espagnoles et quelques anglaises. Donc ça, c'est les premières caméras que j'ai pu avoir. Après, la toute première caméra, on est à l'acte 6, sur la place de l'Opéra. Je me souviens, il y avait les chevaux derrière moi. Et je vois une fille, une journaliste, qui vient avec sa caméra et qui cherchait des gens à interviewer. Je crois qu'elle se prend un vent de la part d'une première personne. Et elle vient me voir et elle me demande si ça m'intéresse de parler. Et je lui dis oui. Là, tu t'es senti en capacité de t'exprimer devant les caméras? C'est même pas que je me suis senti en capacité, c'est que je me suis dit, la première personne qui me tendra un micro, ne serait-ce que sur un média français, au-delà des médias étrangers que j'avais fait auparavant, je parlerai et je vais te dire pourquoi. Et c'est là où intervient l'ego. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas attendu quelques années qu'un mouvement populaire se réveille pour que des caméras passent leur temps à interviewer des mecs. Alors excuse-moi, mais à un moment donné, moi je fais pas dans la langue de bois avec la canette de rebier, la Garetti sur le teco et va faire la gueule à Macron. Non. Moi, tu me files un marteau, je n'en fais rien. Tu me files une clé à huile pour un moteur, je ne suis même pas calé en bagnole. Tu me files un ballon, je sais pas jouer au foot. Par contre, je sais parler. Voilà. C'est comme ça, tu vois. Ça fait partie de l'ego, comme on dit. En tout cas, tu sais exprimer ce que tu as dans la tête. En tout cas, je sais, de façon orale, en tout cas, je sais m'exprimer. C'est un de mes atouts, c'est ce qui a fait mon parcours professionnel, c'est ce pourquoi j'ai été payé, c'est la capacité de savoir parler. Donc j'ai dit que le jour où une caméra viendra, j'aurai des choses à dire, je dirai les choses telles que je sais parler, et j'aurai fait le job que l'objectif que je m'étais donné. Et cette caméra arrive, c'est une caméra CNews à l'époque. Et donc, le truc commence et je pose, voilà. Et le truc, le détail, c'est que elle fait son speech, enfin, elle me passe le micro, je parle, et donc, tu sais, dans la continuité, elle s'en va avec le machin, puis elle va un peu plus loin, elle finit son job, et elle coupe le micro, et elle vient me voir, elle me dit
vous les avez tous tués. Ah, super. Objectif rempli. C'était l'objectif. Je parle à une caméra, le but de jeu, c'est de rasseoir tout le monde sur son cul. Il y a un échange de coordonnées à ce moment-là? Non, et là, elle me dit, vous êtes resté 3 minutes, j'ai été vérifié, vous êtes resté 3 minutes 52 à l'antenne. Et moi, j'ai pas encore ce recul. Ah, c'était du direct? Oui. D'accord. Oui, ils étaient tous sur le plateau, c'est pour ça qu'elle m'a dit, vous les avez tous assis sur leur cul. Vous êtes resté 3 minutes 52 à l'antenne. Et moi, j'ai pas ce recul-là. Aujourd'hui, je le sais, c'est 1 minute, tu vois. T'as le droit à 1 minute. Il faut que tu déposes en 1 minute. C'est maintenant que je comprends que 3 minutes 52, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. En tout cas, sur un mainstream, en direct, sans coupage de parole. Bah, super. Merci. Bonne journée. J'ai rempli le job. C'était ma mission. J'ai dit, je dépose. Et elle s'en va. Et elle revient 5 minutes après. Ah non, ils veulent votre numéro. OK. Voilà. C'est parti comme ça. D'accord. Donc, la seule chose que moi, à titre personnel, j'ai apporté au mouvement, c'est cette capacité à savoir parler et à importer et proposer cette voix des Gilets jaunes sur les plateaux télé ou face aux caméras et derrière, et avant tout sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc après, il y a d'autres médias. Moi, tu m'aurais filé un marteau pour construire une cabane sur un rond-point, t'aurais dormi sur la pelouse. J'ai même pas eu de rond-point, j'ai même pas de rond-point titré. C'est-à-dire que j'ai fait patate de rond-point dans toute la France. Mais j'ai jamais eu de rond-point attitré. Je venais d'arriver dans la région. Moi, je suis revenu sur Paris le 9 septembre. Le mouvement commence le 17 novembre. J'arrive dans une région où j'avais jamais mis les pieds. Je suis natif du 93. Si tu veux. Je me retrouve dans le 60 dans un village. Et pourtant, tu avais le rond-point de Senlis qui était à 10 km, qui était the rond-point dans le 60 avec d'autres, mais qui était quand même un des centres névralgiques des ronds-points parce qu'on avait le péage de Chaman pas loin. Et j'avais celui de Saint-Vitz dans le 95 parce que c'était limitrophe à 3,5 km. Pas au courant du tout, si tu veux. J'en ai fait beaucoup en France, mais j'ai jamais dormi de son rond-point et j'en ai visité beaucoup, mais j'avais pas forcément de rond-point attitré, tu vois. Je suis un gilet jaune, mais pas forcément de rond-point. D'accord. Donc ensuite, bon, il y a d'autres médias qui t'appellent parce que j'imagine qu'ils se refilent ton numéro, etc. À quel moment, donc tu as ta première interview comme ça, improvisée par CNews, il y a d'autres médias qui t'appellent après. À quel moment tu commences à être inquiété par, comment on pourrait appeler ça, par les institutions? La première pression, le premier moment où tu sens que ta parole dérange. C'est à partir du moment où j'ai un gars qui me téléphone, qui n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, qui fait partie de ma communauté de gamers, parce qu'à l'époque je gamais sur console, à Battlefield, donc j'avais ma petite... nous avions notre petite équipe de gamers, un mec avec qui je game de même limite depuis 10 ou 15 ans, j'ai jamais vu de ma vie. Tu sais, c'est une voix et un game tag et voire un prénom, parce qu'au bout de 10 ans on se donne les prénoms. Et qui prend contact sur Facebook avec moi et qui me téléphone et qui me dit qu'il a eu des RG au téléphone, qu'il voulait en savoir un peu plus sur moi. Tu vois? Ok. Et puis moi, tu sais, à un moment donné, avant les Gilets jaunes, faut voir, je vivais dans un monde de bisounours, hein. Tu vois, pour faire une référence, quand tu vois des films américains, genre Ennemi d'État, c'est ce que je suis devenu. Mais pour moi, ça restait qu'un film à l'époque. C'est pas possible, ça n'existe pas, si tu veux. Ouais. Tu vois, même si j'avais lu des trucs d'espionnage et des choses comme ça, où on a tous vu des séries, des fois tu te dis, c'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas. Allez, ça nous a animé quelques temps pendant 1h30 à la télé, mais bah non, tu vois, je me suis aperçu de ça. Donc ça, c'est le premier, on va dire, le premier truc qui a fait que... Là, tu t'es douté qu'il y avait quelque chose, là. Pas forcément douté, je dis, tiens... Tu t'attendais à quelque chose? Même pas, Même pas? Dis, tiens, voilà. Après, là où j'ai compris que j'étais sûrement un problème, c'est le jour où ils m'ont crevé l'œil. C'est arrivé donc très peu de temps après, finalement. C'est arrivé le 26 janvier 2019, c'est l'acte 9. Je crois que c'est le premier acte que l'on dépose en préfecture. La manif se passe bien, tout se passe bien, on est dans une bonne ambiance, ça manifeste. Et je crois 1 heure ou 2 avant, pour te dire, hein, il y a 2 mecs qui s'approchent de moi dans la manif et qui me disent « Bonjour Monsieur Rodriguez », et puis qui me posent une question un peu chelou, je ne sais plus laquelle. Je dis « Mais comment vous connaissez mon nom ?»
Eh, monsieur Rodriguez, vous êtes connu aujourd'hui maintenant. C'était 2 flics. Et puis moi, je reste sur le mais comment vous connaissez mon nom, quoi. Je réalise pas que live, télé, forcément, vu que c'est 2 flics, tu vois. À ce moment-là, t'es passé. Là, je réalise pas, si tu veux. À ce moment-là, quand on vient, le jour où on est venu t'aborder dans la rue, et ce qui s'est passé après, donc on t'a blessé à l'œil, tu t'es adressé, enfin tu t'es exprimé combien de fois à la télévision à ce moment-là? Oh, je sais plus. Beaucoup? Oui. 10 fois? Ouais. D'accord, donc déjà t'es au-delà des lives et des donc tu t'en rends pas compte à ce moment-là, mais t'es déjà connu. Oh, oui, et par oui. tout le monde. Oui. D'accord. Tu vois, mais je suis surpris que 2 flics viennent me reconnaître et me parler, si tu veux. Tu vois. D'accord. Et puis bon, on arrive sur la place de la Bastille, on est bloqué par les CRS, et puis la suite on la connaît, je prends un plomb. Et puis là, je prends conscience que, ouais, apparemment, je dois pas trop aimer de la part de ces gens-là. D'accord. Et donc, avant ça, t'as pas eu d'avertissement? Ouais, hein. D'accord. Donc c'est arrivé comme ça, sans prévenir. Non. Bah, tu m'aurais prévenu, je serais pas venu. D'accord. Et alors, du coup, bon, alors, on va trouver l'œil à 14h, voilà. Ok, donc bah, ça sera sans moi, les gars. Donc, du coup, ce jour-là, à 15h. Ce jour-là, t'es blessé. Sur le moment, j'imagine que tu te rends pas compte que ton œil est perdu. Si. Tu te rends compte qu'il est perdu. Si, parce qu'au moment où je me prends l'impact, si tu veux, que je vacille et que je tombe, je sais qu'au moment où je prends l'impact, ils m'ont eu. Par contre, je ne sais pas où. J'ai pris un truc, mais je sais pas où. Là, j'ai pris un truc là. Dans le visage, mais tu sais pas où. Mais je sais pas où. Je vacille, je tombe. Et c'est un mec qui d'ailleurs a un fort accent ch'ti, qui se met à hurler, et on lui a crevé l'œil. Donc là, je réalise qu'ils m'ont touché à l'œil. D'accord. À ce moment-là, qui est-ce qui vient te secourir? Est-ce qu'il y a les forces de l'ordre qui viennent te secourir? Non, ils ont plutôt foutu la merde et empêché les pompiers d'arriver. Parce que le problème en soi, si j'ai bien compris, parce que moi, la lumière, elle s'éteint. Il y a un laps de temps qui se passe entre 5h et le lendemain matin où soit c'est diffus, soit j'ai des souvenirs qui ne sont pas les miens, sont ceux que les gens ont vécu ou ceux que j'ai pu voir sur des vidéos. Je suis par terre, il fait froid, c'est le mois de janvier en même temps, il a plu, et je commence à être mouillé par le dos, et j'ai froid, ça m'énerve, et j'entends tout le monde hurler que j'ai un œil crevé, mais personne vient de me ramasser pour m'amener à l'hôpital. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a une street médic, Virginie, qui me soutenait, qui me tenait le bras. Et moi, vu que personne vient me chercher et que tout le monde crie que j'ai un œil crevé, à un moment donné, je veux me relever et me barrer à l'hôpital. J'y vais à pied, tu sais, à la mode Rambo. Et on m'en empêche. Sauf que, tu sais, dans un état de choc, tu peux avoir une puissance en toi qui est pas normale. Et j'ai réussi à me lever. Et même la street médic et les gens autour ont halluciné que j'arrive à me lever, à pousser les gens et à vouloir pousser tout le monde pour me barrer. Sauf que je ne pouvais pas pousser tout le monde, ça je l'ai pas vu, je l'ai vu après par vidéo, parce que les flics, quand ils se sont aperçus de qui ils venaient de shooter, et le bordel que ça commençait à foutre, ils ont commencé à faire une nasse autour de moi. Et des gens qui me soignaient et qui me soutenaient, si tu veux. Et les gilets jaunes qui, eux, se sont énervés, se sont mis face aux flics à vouloir les dégager de là, et parce que ils venaient de me toucher, quoi. Ils venaient de me foutre à terre, les mecs. Donc les mecs étaient énervés. Donc ce qui, malgré tout, a empêché l'arrivée rapide des pompiers et de me sortir de là. Tu vois, les flics, au lieu de venir genre me protéger après avoir shooté, barrez-vous. Les gilets jaunes, ils vont pas me faire du mal, mais par contre, ils vont laisser passer les pompiers, ça c'est sûr. Tu viens de dire, les flics, quand ils se sont aperçus de qui ils venaient de shooter. Oui, ça je le vois a posteriori sur les vidéos, tu vois. Tu sens qu'il y a un malaise au moment où tu te fais shooter. D'accord, alors... de par la colère ambiante qui commence à naître. Alors, aujourd'hui, je vais te demander... Tu sais, tu prends des lives, tu prends le live de Brut, Rémi de Brut, tu vois. À un moment donné, il se fait bombarder, Jérôme s'est fait déglinguer, Jérôme s'est fait déglinguer. D'ailleurs, même Rémi que je connaissais, il bégaye. Et tu sens qu'il est pas bien. Tout le monde en a pris une claque dans la gueule ce jour-là, si tu veux. Donc, c'est là où je pense que les flics se sont aperçus de leur connerie, ouais. Ils se sont aperçus de leur connerie. Est-ce que pour toi... Ils n'ont pas regretté. Ton sentiment, et là on parle d'une opinion, on ne parle pas d'accusation, on parle d'opinion. Tu es libre de tes opinions, tu es libre de penser ce que tu veux. Tu n'accuses personne. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'était un accident ou que c'était volontaire? C'est pas... Dans un premier temps, si tu veux, les gens sont venus me voir en me disant « on a voulu te shooter, on a voulu te shooter ». Si tu commences à vivre dans l'état d'esprit où des mecs veulent t'abattre, putain, tu vis plus.
Et tu sais, je suis encore dans ce monde de bisounours. C'est pas possible, ça peut pas exister. D'accord? On ne peut pas m'avoir visé. Et vaut mieux pour moi, il y a une enquête qui se prépare. Moi, je suis encore dans le délire, fais confiance à l'enquête, fais confiance à la justice. Tu vas pas te mettre des trucs en tête, il y aura une enquête, on saura la vérité s'il faut, si tu veux, d'accord? Et donc, je laisse faire et je me préoccupe pas de ça. J'ai d'autres choses à me préoccuper, si tu veux, déjà de me soigner que de me dire, on a essayé de me shooter. Donc, je suis pas dans ce délire-là. Et par contre, quelques années après, il y a Vincent Nouzy, un auteur qui écrit un bouquin sur les keufs, où là, il stipule très clairement qu'on est complètement géolocalisé de par notre téléphone, voire balisé sur nos véhicules et mis sous surveillance intense. Et le fait d'avoir été géolocalisé, quand j'ai lu ça, j'ai appelé mon avocat en lui disant, là, par contre, ça me met vraiment le doute, parce que si je me fais shooter, mais qu'en plus il savait que j'étais à l'endroit précis où j'étais au moment où je me fais shooter, ça peut prêter à question malgré tout. Donc ça n'empêche rien aujourd'hui, non pas d'accuser, mais je suis géolocalisé et je me fais shooter. Voilà, point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est noté. Tu vois, cette blessure, ce choc, ce traumatisme, les jours qui ont suivi, donc tu étais hospitalisé, je ne sais pas combien de jours, les jours qui ont suivi, comment tu as réagi? Plutôt avec de la colère, plutôt avec de la peur, une remise en question? Les jours qui ont suivi cette blessure, ça a été quoi ta réaction? bah, j'en ai pris une comme les 20 autres d'avant moi, et les 20 autres qui vont suivre, parce que c'est quand même une quarantaine de personnes. Que malgré tout, je savais où je mettais les pieds, parce que des plombs, j'en avais déjà pris dans les jambes avec les grenades qui nous balançaient. On est en pleine nuit. Est-ce que tu te dis je m'arrête ou est-ce que au contraire, Non, c'est pas je m'arrête, c'est pas. Non, je m'arrête pas. Non, je m'arrête pas. Parce que si à un moment donné on m'a fait ça, c'est que ce que je fais, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de vrai et quelque chose de juste. Sinon, si je dis de la merde et que j'amène une personne, c'est que on va pas s'intéresser à moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà. Donc je vais pas leur donner, en tout cas, le plaisir de m'arrêter. J'ai surtout en tête que j'ai toutes les informations qui me remontent sur la nuit et de tout ce qui s'est passé sur la nuit, les prises de parole de certaines têtes d'affiche type Éric Douay qui appelait à l'insurrection, ça appelait à la guerre le samedi d'après, vraiment, vraiment, vraiment très fort. Je pense qu'ils n'ont pas touché la bonne personne, au-delà d'avoir touché toutes les personnes, enfin toutes les personnes qui ont été touchées n'ont pas été des bonnes personnes à toucher, et que ça puait pour le samedi d'après. Et là, tu réfléchis, tu fais quoi? Tu te dis, tu viens de te faire crever un œil, samedi prochain, ça va être l'enfer sur Paris, en ton nom. Est-ce que tu peux accepter que des gens finissent dans le même état que toi, que ton nom soit associé à un énorme jour de révolte qui connote le sang, où des gens vont être encore plus blessés que moi, peut-être voire pire? Est-ce que je peux assumer ça? Non. Et puis je suis pas pour la guerre non plus. Hein. Quand j'étais gamin, j'ai manifesté pour la paix, comme je te l'ai expliqué au début. L'intérêt, c'était plutôt de calmer la situation, de faire montrer que nous sommes des gens raisonnables et raisonnés, et qu'au-delà d'appeler à la guerre, on est des gens qui apportons des revendications. Et j'ai apporté un message de calme et de pacifisme, et pour éviter que le samedi d'après, ce soit vraiment l'enfer dans les rues. Donc malgré cet appel au calme, tu continues à subir des pressions policières. Oui. Sous quelle forme? Sous plusieurs formes, si tu veux. Ça se traduit par des empêchements de circuler, des gardes à vue à outrance pour des motifs non valables, parce que je suis pas au bon endroit au bon moment. Ça passe par des insultes, on va te faire le deuxième, des choses comme ça. Ça passe par des mises à l'amende. Ça passe aussi par une pression gouvernementale avec des plaintes déposées au tribunal pour pouvoir m'accuser de tout et n'importe quoi et faire en sorte de me faire taire, quoi, tout simplement. Parce que je me fais crever le 26 janvier, je reviens sur le terrain le samedi d'après, et de voir un mec une semaine après se faire crever un œil, revenir sur le terrain et de continuer à quelque peu galvaniser les troupes, je pense qu'ils ont commencé vraiment à signer du nez, quoi. Parce que
entre guillemets, c'est pas forcément le mot martyr en soi, mais pour eux, ils avaient créé un symbole des violences policières. Je suis pas nous le sommes tous, mais de par cette image médiatique, ça a fait le symbole. Et je pense que là, ils se sont cagues en termes de leadership et le fait de pouvoir emmener, parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, si tu veux. D'accord. À titre personnel, est-ce que tu as fait l'objet de poursuites judiciaires, de jugements après tout ça? Oui. Combien de fois? Pour quel motif? 3 fois. Relaxé à chaque fois. Un motif, ce qu'on appelle un délit de presse, sur un tweet un peu compliqué où Darmanin avait porté plainte contre moi, mais c'est pas le nombre de fois, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire que tu fais du média, si un jour tu te retrouves confronté à ce qu'on appelle un délit de presse, tu as sorti une connerie, une insulte ou quelque chose comme ça, tu vas te retrouver face à la 17e chambre correctionnelle de Paris qui s'occupe exclusivement des délits de presse. C'est une procédure qui dure 3 ans, qui va te coûter pratiquement un billet de 3000 balles sans avoir la certitude de gagner, entre 2 ans et demi et 3 ans. Je suis passé au bout de 2 mois. Voilà. Et ça fait 6 ans que j'attends pour mon œil. Pour te donner un ratio. Alors justement. Donc, tu vois, quand Darmanin porte plainte contre moi, avec toute une bardée de syndicats de police derrière lui, hein, ils ont tous perdu. Check-up. Ça va très très vite. Voilà. Quand je gagne un tribunal sur une amende qui n'avait pas lieu d'être, où je me suis fait prendre 400 € sur mon compte, j'ai gagné le tribunal, je n'ai jamais récupéré mon argent. Voilà. On m'a accusé d'être l'organisateur du convoi de la liberté, à l'époque le 12 février 2021, si je dis pas de conneries, il y a tellement de dates que je me perds un peu, où je n'étais pas du tout organisateur là-dessus, je le dis encore aujourd'hui, et en sachant que l'ensemble des organisateurs étaient passés sur tous les plateaux de télé la semaine d'avant pour expliquer ce qu'allait être le convoi de la liberté à l'époque, et au final, tu sais quoi, je vais te dire, dans le mouvement des Gilets jaunes, il me manque, au lieu de te dire tout ce qui m'est arrivé, tout ce qu'ils m'ont fait, je vais te dire ce qu'il manque à la case pour avoir la checklist complète. Vas-y. La case prison. Voilà, je suis arrivé jusqu'au JDL, juge des libertés, pardon. Il manque la case prison derrière. Insulté, défoncé, fait mal, crevé un œil, mis en garde à vue. Voilà, il me manque que la case prison. Il y en a, ils sont passés directement à la case prison. Hein, je pense à tous ceux qui ont été emprisonnés. Il y en a, ils ont juste été mutilés. Il y en a, ils ont été blessés. Il y en a, ils ont été insultés. Moi, j'ai eu la totale, sauf la case prison. Voilà. Je fais pas ça pour faire le miséreux, c'est que ça va plus vite à expliquer si tu veux. D'accord. Alors, à l'inverse, toi, tu as subi une blessure irréversible. J'imagine qu'il y a une procédure en cours. On en est où de cette procédure? J'attends. T'attends. T'as un avocat qui s'occupe de l'affaire, t'as rencontré un juge, il y a une enquête, il y a un médecin légiste, des expertises. Pour tout et pour tout, j'ai vu un expert psychiatrique. Voilà, complètement à l'abandon derrière. L'IGPN? L'IGPN, ça sert à rien. Les mecs, au final, je me suis fait niquer comme c'est pas possible, parce qu'ils ont mis une pression énorme pour venir m'interroger dès le lendemain à l'hôpital. Et moi, t'as vu, j'étais encore dans cet esprit, je fais confiance à l'enquête et tout, je les ai accueillis, j'aurais dû les dégager de là. Ils n'ont jamais voulu prendre mon chapeau pour ne serait-ce que expertiser ce qui pouvait être... Il y avait un doute à l'époque de ce qui m'avait touché, s'il y avait des impacts de poudre. Alors ils voulaient chercher de la poudre, mais ils ne prennent pas le vêtement le plus proche de là où j'ai été touché. Il y a plein de choses qui ont été mal faites par manque de connaissances de ma part, si tu veux. Et de voir 2 flics arriver dans ma chambre je me rappelle d'ailleurs, mon grand-père était très vieux à l'époque et ça faisait 1 heure qu'il galérait dehors à vouloir venir me voir. J'ai fini par les dégager pour laisser mon grand-père passer. Voilà. J'ai vu 1 fois le juge d'instruction et 1 fois l'expert balistique. Voilà. 3 rendez-vous, 6 ans et pas de son, pas de lumière. Voilà. Les keufs ont été vus 3 ou 4 ans après, en septembre, pour leur mise en examen. Le flic qui m'a fait ça a été identifié, a été déjà réprimandé par sa hiérarchie. Il a pris exactement 5 jours de suspension. Voilà. Donc le résultat, c'est ça, quoi. C'est 5 jours de suspension pour le mec qui fait voilà. D'accord. Voilà, j'ai eu un premier versement de ce qu'on appelle la CIVI quand tu es victime dans ce genre de contexte où tu touches quelque chose de la CIVI, où ils m'avaient filé une avance de 30 000 €, c'est ce qu'ils ont coutume de faire. Ça, par contre, ils ont voulu me les reprendre derrière.
Voilà. Tu vois, ils ont tout essayé. Bon, ils peuvent, hein. Moi, ça faisait 2 ans que je travaillais pas. Donc je veux dire, les 30 000, je les ai mangés. Ils coupent moi le bras, frérot, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, vous êtes plusieurs, vous êtes fait crever. Et alors attention, parce que on est sur les réseaux sociaux. Il faut juste préciser un truc. Hein. 30 000, c'est beaucoup d'argent. 30 000, c'est 2 ans de SMIC. Oui, 30 000, c'est 2 ans à 1 500 euros par mois. Donc, non, parce que tu sais, il y a des gens qui te disent non, tu vois, non, faut juste que je précise, parce que les gens s'enflamment très vite. Moi, j'ai pas, c'est l'équivalent de ce que j'ai attendu pour avoir ne serait-ce qu'un premier résultat. Je vais te dire un truc. Demande à ces gens-là si, est-ce que vous voulez 30 000 euros en échange d'un œil, à mon avis, tout le monde dit non. Et c'est pareil, hein, on n'est pas aux States. C'est-à-dire qu'il faut savoir un truc, je vais jamais gagner 1 million d'euros dans ma vie, hein. Pour ça, hein. Oui, c'est clair. Tout est tarifé en France, hein. Ils savent déjà que si tu perds une main ou un bras, c'est 100 ou 120 000. Un œil, c'est 90 000. C'est même pas 90 000, c'est entre 0 et 90 000. C'est-à-dire que je peux toucher 0 d'indemnisation ou au maximum 90 000. 1, 2, 50 000. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas aux States ici, hein. C'est pas tu mets ton chien dans le micro-ondes, c'était pas marqué sur la notice, tu prends 3 millions. Hein. D'accord. Faut se rendre compte de ça. Hein. C'est clair. Après, il y a tout un travail sur l'état psychologique et tout ce que j'ai pu perdre en termes de parcours, pas de parcours, mais pour ce qui est de mon niveau professionnel et tout ça, tout ce que j'ai perdu. C'est peanuts, hein. Et puis voilà, comme tu le dis, hein, même tu me donnes 1 milliard, ça va pas me rendre mon œil. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça va me permettre d'assurer l'avenir de mes enfants et leurs études. Ouais, c'est clair. Vous êtes plusieurs à avoir subi ce type de blessure. Il n'y a pas un collectif qui s'est Si, un collectif qui s'appelle les Mutilés pour l'exemple, qui non seulement on s'occupe des Gilets jaunes, mais agrège l'ensemble de ceux qui aussi ont été victimes de violences policières autres que sur le mouvement des Gilets jaunes. Et il y a une plainte collective qui a été faite? Je ne sais pas si des plaintes collectives ont été mises en place, mais je sais qu'à titre personnel, mais c'est surtout que beaucoup de gens n'ont pas pu porter plainte. Et beaucoup de gens ont pu porter plainte, mais n'auront jamais justice parce que personne n'a été retrouvé. Tu sais, dans mon malheur, je dirais j'ai plus de chance que les autres. Ça peut paraître paradoxal de dire une connerie pareille. Mais moi, je me suis fait crever l'œil directement. C'est-à-dire que l'impact m'a crevé l'œil. L'œil, c'est un ballon, hein. Tu prends un ballon, tu le crèves. Voilà. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, 27 tu sais à quoi t'attendre. suture. Sauf, donc, et je n'ai eu un léger ici et des points de suture, donc 27 sur l'œil et 4 sur la paupière. T'es pas défiguré, quoi. Voilà, la plupart, je dirais même l'entièreté pratiquement de tous les mutilés du mouvement qui ont perdu un œil, c'est dû à l'impact sur le crâne. C'est-à-dire qu'ils se sont fait défoncer le crâne avant de perdre leur œil. Tu vois? Et j'ai des amis comme Manu ou d'autres qui ont des plaques ici aujourd'hui pour leur maintenir leur face. Tu vois? Et ça, c'est horrible, quoi, parce que je vis avec des douleurs, je vis avec des gènes, mais eux, c'est encore pire parce que ça touche carrément le crâne. Il faut savoir qu'un LBD à 15 mètres, c'est un 90 km/h pare-brise, tête contre pare-brise. C'est exactement les mêmes effets sur ton crâne. Tu vois? Donc, et tous ces gens-là, et je tiens à préciser que tous ces gens-là, personne n'a été mis en justice pour une violence quelconque. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont fait défoncer n'avaient aucune raison de l'être parce que n'étaient pas dans un schéma de violence au moment où ils se font défoncer. En tout cas, rien ne leur a été reproché. D'accord. Et moi, on essaie de me faire passer pour le méchant, et tu vois qu'avant de me faire défoncer, je préviens tous mes amis, je leur demande de partir de la place de la Bastille parce que ça devient trop dangereux, au lieu de dire « venez, on va à la guerre ». Ouais. Parce que ça, c'est la légende urbaine qui reste. Qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a apporté de positif? Qu'est-ce que ça a changé? Pour qui? Pour la société, pour les Français. Est-ce que ça a apporté quelque chose de bien? Est-ce que ça a changé un petit peu les choses? Bah, je vais pas être très objectif, je suis gilet jaune, donc je vais te dire oui, beaucoup. Non, je déconne. Factuellement parlant, déjà, on a quand même évité une taxe de plus à l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a toujours pareil, ce rappel de l'histoire, à défaut de la légende, c'est que les gilets jaunes ne sont pas sortis parce que l'essence était trop chère. C'est pas l'élément déclencheur, c'est qu'ils voulaient mettre une taxe de plus sur un essence déjà trop cher, qui était appelée la taxe carbone. Et celle-ci a été suspendue. Le mot est important. Pas arrêté, pas oublié, suspendu. Ça peut revenir. Préparons-nous, au cas où. Donc ça, c'est déjà quelque chose de factuel, de matérialisable. Deuxième chose,
la prime, ce qui pour certains appellent la prime Macron, mais que beaucoup appellent la prime Gilets jaunes, et ça vient pas de moi, ça vient de la part des gens qui sont venus nous remercier d'avoir obtenu une prime parce qu'il avait mis en place une prime à Noël, exonérée d'impôts pour les patrons, machin. Je vais te dire, le jour où je me pointe devant mon conseiller bancaire et qui me dit « Ah, monsieur Rodriguez, merci, hein. Vous direz merci aux Gilets jaunes, hein. Franchement, les 1000 balles que j'ai pris cet hiver, et m'ont fait bien plaisir, j'imagine, tu vois. Bah, grand prince, fais-toi plaisir. » Donc ça, c'est quelque chose de factuel. Au-delà de ça, peut-être une élévation des consciences, pardon, de voir que d'autres gens se sont rattachés de par les informations qu'on pouvait fournir et d'aller voir autre chose que celles qui leur étaient imposées, et une espèce de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est grand temps peut-être déjà de se renseigner, et par la suite, une fois que tu es bien renseigné, de pouvoir agir. Et ça, je le vois de par les gens qui sont dans la rue, qui me disaient, moi avant, je pensais pas comme ça, je faisais pas comme ça, j'imaginais ça pas comme ça. Et aujourd'hui, les choses commencent à se dessiner dans leur tête. Et sûrement que les Gilets jaunes, en tout cas, pas dans leur entièreté, mais ont participé à éveiller. J'aime pas trop, parce que ça paraît présomptueux, si tu veux, tu vois. Je peux avoir beaucoup d'ego, mais je vais pas me la péter non plus à dire, on est des éveilleurs de ouf. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait gagné la guerre. Mais en tout cas, on a su, je pense, planter cette petite graine dans la tête de beaucoup d'esprits qui a fait son chemin, qui a germé et qui a permis peut-être d'autres prises de conscience, peut-être pas en s'impliquant dans le mouvement des Gilets jaunes, mais différemment sur des prises de parole en nom propre ou dans d'autres groupes d'action ou d'autres groupes de lutte. Pourquoi pas, ouais, je pourrais, ça serait prétentieux de le penser, mais je me permettrais de le faire, je pense, de par les discussions que je peux avoir dans la rue. D'accord. Je suis pas Gilet jaune, monsieur Rodriguez, mais ce que vous dites, vous avez raison. Je suis pas Gilet jaune, monsieur Rodriguez, mais je pense que votre combat était intéressant. Je pense pas comme vous, mais il y a des choses intéressantes malgré tout. Tu vois ce que tu veux. Ouais. On n'a pas forcément la vérité. Non, mais ça a eu un impact. Part de vérité. Il y a eu un impact. Mais ça. Il y a eu un impact. Léger, je pense, oui. D'accord. Est-ce que ce mouvement, pour toi, a atteint ses objectifs? Non. Pourquoi? Bah parce qu'on est toujours dans la même merde, si ce n'est pire. Qu'est-ce qui a merdé? Le manque de responsabilité de l'ensemble des gens qui vivent en France aujourd'hui. C'est facile de remettre la merde sur un groupe qui a voulu faire quelque chose. C'est facile de remettre la faute sur des groupes qui au moins essayent de faire quelque chose. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de conneries. Donc à un moment donné, ce défaut de responsabilité de gens qui attendent les autres pour pouvoir faire, à défaut d'eux d'être responsables et de devoir faire, parce que ça c'est la question principale que je me pose tous les jours, ils sont où les Gilets jaunes? Sous-entendu, je me défausse de ma responsabilité sur un gars comme Rodriguez ou tant d'autres dans la rue, pour pouvoir lui aller militer, combattre, et moi tirer les bénéfices de ce que vont gagner ces gens-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié que c'est une poignée d'hommes et de femmes qui font que tu puisses aller te dorer le cul au soleil chaque été. Ce qu'on appelle les congés payés. Tu vois? C'est pas l'entièreté de la France. Si tu veux un exemple concret, tu prends la bataille des retraites, la dernière. 20 millions de travailleurs, 92% de ces travailleurs sont contre cette réforme, tu n'en as que 3 dans la rue, où sont passés les 17 millions d'autres travailleurs. Pourquoi? Eh bien sûrement que les 17 se sont reportés sur les 3 millions qui sont dans la rue. Ah, ils sont pas contents, ils en veulent pas, mais ils feront rien. Alors, c'est sûrement un problème de méthodologie, peut-être pas l'envie non plus de manifester, la crainte, je sais pas, c'est pas dans leur façon de faire, leur façon d'être. Est-ce que tu penses pas que ce soit culturel chez les Français, justement Ben, c'est la question que je me pose, parce qu'à un moment donné, on nous fait passer pour un peuple de révolutionnaires. J'ai l'impression qu'on nous a menti à l'école, parce que déjà, on n'a même pas fini le taf en 1789, c'est l'impression que ça me donne. À chaque fois, l'ensemble des révoltes populaires, elles viennent, elles vont, elles reviennent pas. J'ai l'impression qu'on a vécu sur une légende urbaine, tu vois, la France, c'est comme une casserole, tu vois, elle rentre en ébullition, mais elle déborde jamais de la casserole. Tu vois, et j'ai des doutes aujourd'hui, je veux penser à le croire parce qu'on nous a éduqués. C'est même à un moment donné, si tu es capable de me dire quelle guerre a gagné la France, tu sais. Et ça, j'ai posé la question à plein de gens, dis-moi, quelle est la guerre que la France a gagnée? Alors beaucoup de gens vont parler de bataille. Napoléon. Tu vois? Mais limite pour moi, dans ma mémoire de cours d'histoire, la seule guerre qu'on a gagnée, putain, on a pris 100 ans pour la gagner, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, et puis, tu sais, au-delà de ce manque de responsabilité sur ce qu'on pourrait appeler un phénomène de résistance face à ce qu'on nous met dans la gueule, tu regardes pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de résistants qu'il y avait par rapport à l'entièreté de la population. C'est un cas d'école que j'utilise souvent. Tu vois? Donc, à un moment donné, si ces gens-là sont pas
sont pas responsables de eux-mêmes, et encore pire, prennent la responsabilité de mettre des ignares et des incompétents de base, des irresponsables au gouvernement, et qui prennent non pas plus la responsabilité de les enlever derrière, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est pas une poignée de gilets jaunes, ou 3-4 syndicats qui ont la même méthodologie depuis 40 ans, qui n'a toujours pas fonctionné, ou d'autres groupes de lutte qui sont là en train de danser dans la rue, qui vont faire qu'on va à un moment donné gagner le combat. Je te dis pas que la méthodologie Gilets jaunes c'est la meilleure, preuve en est, on n'a pas réussi. Mais en tout cas, la méthodologie syndicale du Répu Bastille 14-18h, à crier révolution et à 18h t'es dans le bus, ça va pas plus fonctionner, parce qu'aujourd'hui, si tu prends un vrai syndiqué, je te parle de la base, hein, parce qu'il faut faire la différence, la base ils sont volontaires, les mecs qui sont dans la lutte, il faut les respecter pour ça, et que tu leur demandes, mais dis-moi concrètement ce que tu as gagné en 40 ans de combat, si le mec il est honnête, il va te dire, s'il est correct, il te dira rien, s'il est honnête, il dira, on a surtout perdu. Concrètement. Tu vois? Donc, faut, je pense, revoir un peu les méthodologies et essayer de faire en sorte d'agglomérer un maximum de personnes. Les Gilets jaunes ne reviendront pas, hein. La Commune n'est pas revenue, mai 68 n'est pas revenu. Les Gilets jaunes ne reviendront pas en l'état tel qu'on les a connus. Ils s'impliqueront dans un autre mécontentement populaire. Ils seront bien présents, dans ça j'en ai la certitude absolue. En tout cas, les gros déterminés que je connais, ils seront bien présents. On sera là aussi pour peut-être prévenir les autres, à ceux à quoi s'attendre, parce qu'on a compris le schéma aujourd'hui aussi de ce que peut être un combat. Mais il serait grand temps aujourd'hui que l'ensemble des groupes de lutte et de combat aujourd'hui se réunissent autour de la colère, qu'on renverse la table, et les projets ils sont faits, hein. Qu'on me dise pas ouais mais on fait quoi derrière, c'est bon, moi j'ai une mallette de 80 litres avec des archives de ouf, venez vous servir, et au pire, je vais même pas prêcher pour la parole gilet jaune comme je l'ai souvent fait, je vais prêcher pour les cahiers de doléances, si vous voulez, la vérité des désirata aujourd'hui et des besoins, et non pas de ce que veulent les Français, mais des besoins des Français, c'est-à-dire du mieux vivre, de la dignité et de la reconnaissance sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils font. Allez chercher les cahiers de doléances, les gars, vous avez la réponse, mais n'écoutez pas les gilets jaunes, n'écoutez pas les syndicats, n'écoutez pas le gouvernement. Allez chercher ces cahiers. Ce que Macron s'est obstiné à foutre à la cave et ne pas travailler. Et quand je dis Macron, c'est même pas que Macron, parce que c'est l'ensemble des partis politiques qui n'ont, en tout cas, pas été chercher et creuser ce que pouvaient contenir ces cahiers de doléances. Et je vais dire un truc, il n'y a pas, parce qu'il y a des groupes quand même de citoyens et des groupes universitaires qui en ont extrait l'essence de ces cahiers de doléances. Tu n'as pas un seul sujet sur ces cahiers qu'on t'impose aujourd'hui à la télé. Hein. Je veux dire, le report de responsabilité sur l'immigrant, l'étranger ou le voisin, on t'en parle pas. Hein. On va y venir. C'est que des gens qui veulent élever leur famille, manger correctement, être au travail à l'heure pour pouvoir gagner leur salaire et avoir un tant soit peu de reconnaissance pour un bon travail bien accompli. Hein. Depuis ce mouvement des Gilets jaunes en 2018, la société française a encore plus évolué par ces réformes, par ces nouvelles taxes. Qu'est-ce que tu penses de la politique d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements aujourd'hui, en 2025? Ben, j'en pense pas du bien, parce que sinon je serais pas en face de toi aujourd'hui et je me serais pas impliqué là-dessus. Et en plus, le déroulé des faits a montré qu'on s'était pas trompé non plus. Alors fais-nous une liste de tout ce qui a merdé depuis 2018. Ben, tu as eu 3 phases de mesures liberticides. La première étant celle de nous empêcher de manifester à coût de 135 € et des lois sur tu portes le masque et tu portes pas le masque, enfin tu visage caché, pas caché. Parce qu'à l'époque c'est ce que faisaient les gilets jaunes, mettaient déjà des masques sanitaires pour empêcher d'avoir les gaz. D'ailleurs ça leur a joué préjudice, parce que quand à un moment donné tu arrives au moment du Covid où tu es dans l'obligation d'avoir un masque, mais nous on n'avait pas le droit d'avoir un masque. Comment tu fais? Tu vois, tu avais 2 lois qui se confrontaient à un moment donné. Donc ça, tu as cette première mesure liberticide. Tu as la deuxième mesure liberticide qui correspond à l'article 24 de je sais plus quelle loi qui aurait empêché les journalistes, je sais plus quoi, il y avait une connerie comme ça. Puis alors l'apothéose des mesures liberticides, les restrictions sanitaires, qui là a vraiment mis un grand coup de matraque dans la gueule des Français et qui a surtout fracturé encore plus ce lien social qui était mis à mal depuis déjà des dizaines d'années en France, que les Gilets jaunes avaient su reconstruire autour d'un feu sur les ronds-points, à créer ce lien social, à se parler et de s'apercevoir qu'on a exactement le même problème, et que tu sois de tel ou tel bord, de telle ou telle croyance ou de tel ou tel sexe ou j'en sais rien, bah, quand t'as la peau du ventre qui tire, bah, tout le monde a la même douleur. Bah, ils ont fracturé tout ça, tu vois. Au-delà de ça, toutes ces réformes non voulues de la part des citoyens vivant en France, imposés par un gouvernement qui met à mal l'entièreté des services publics aujourd'hui que les Français ont besoin,
D'accord? T'as plus un pélo derrière le guichet aujourd'hui à la sécurité sociale ou aux impôts. Tu peux plus, c'est que du téléphone. T'entends mal au téléphone. Tu peux pas régler les problèmes. Tu perds une journée pour aller au centre des impôts. Tu vois les écoles, elles sont foutues en l'air. C'est 3000 profs c'est 3000 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au début de l'année, tu vois. C'est l'hôpital, hein. T'as vu aujourd'hui, tu te fais soigner dans un garage. Aux dernières nouvelles, tu vois, si t'as pas de place, tu finis au garage des ambulances avec un pieu pour te faire soigner. Je sais pas si t'as vu aux dernières nouvelles le mec à qui c'est arrivé. On en est là. Toutes ces réformes qui ont mis à mal l'ensemble des Français aujourd'hui et c'est au-delà des réformes, toute cette inconstance à ne pas savoir gérer, de donner les clés d'une maison à des gens qui aujourd'hui jonglent avec des milliards qui sont les nôtres. Alors que nous, à la fin du mois, on dribble avec quelques centimes d'euros pour pas finir en faillite. Et eux, ils nous ont mis une faillite, j'allais dire un gros mot, de dingue. Et en plus, on doit porter la responsabilité de leurs conneries. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, est-ce que tu penses pas, sans être paranoïaque ou complotiste, que tous ces dysfonctionnements ne font pas partie d'un projet? Est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière tout ça? Moi, ça, je laisse ce genre de discours. J'écoute, hein, je suis attentif à ces arguments qui peuvent être proposés sur une réelle volonté de... Est-ce qu'ils sont vraiment incompétents là-haut? Est-ce qu'ils sont vraiment incompétents? Mais complètement, frérot. À un moment donné, tu regardes leur CV, t'as pas un seul mec qui a bossé dans sa vie, tu lui files un marteau, il tombe. Moi, j'ai, comment dire, l'humilité de te dire, tu me files un marteau, je vais me planter un clou si tu veux, mais eux, je suis même pas certain qu'ils sont capables de le faire. Comment tu peux recevoir des leçons de gens aujourd'hui qui n'ont strictement rien fait de leur vie à part te traiter de feignant? T'as des gens aujourd'hui qui saignent du nez, qui ont du mal à joindre les fins de mois, qui bossent comme des chiens, qui font des heures de transport en commun ou des heures de route pour pouvoir aller au boulot. Et la seule chose que trouve à dire des pélos au gouvernement qui nous mettent dans la merde, c'est que c'est notre faute et qu'on est une bande de feignants, qu'on devrait travailler plus. Alors pourquoi on choisit des incompétents pareils? Mais c'est ça la réelle question. C'est un des points d'interrogation qui me manque. J'en reviens à la responsabilité de mettre des gens au pouvoir et de ne pas prendre la responsabilité de les enlever. Parce qu'on peut se tromper. Hein, on peut se tromper. Hein. On n'a pas choisi la bonne personne, ça arrive. Hein. Et des fois, tu vas te marier avec quelqu'un, si t'es pas la bonne personne, tu divorces. On peut se tromper. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, j'aimerais te dire... J'aimerais te donner une réponse. Maintenant, s'il y a un éventuel projet, ouais, peut-être basiquement, les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et faisons en sorte que les pauvres enrichissent les riches. D'accord. Donc, la France va toujours plus mal. De plus en plus mal. C'est de façon exponentielle. C'est le vieux monde. Ouais. Pour toi, quelles sont les solutions pour inverser la tendance? J'ai pas de solution. Moi, personnellement, j'ai pas de solution. Est-ce que tu penses l'ensemble des citoyens français aujourd'hui ont la solution? L'ensemble des groupes de lutte associatifs ont la solution. Moi, je suis pas là pour apporter la solution. Moi, je suis là pour faire le passage à ceux qui ont la solution. Moi, je suis un mec du terrain, je suis un mec de la rue. Et il y a les penseurs qui sont derrière. Et ces penseurs-là, ils attendent là. Ils attendent que des gars comme moi et d'autres se mettent en branle pour leur laisser la place. Une fois qu'on aura nettoyé le terrain, nettoyé la table, remis des chaises et que tout le monde s'assoit autour de cette table et de pouvoir discuter de ces différents projets. Moi, mon seul rôle, mon premier rôle, c'était d'être acteur témoin du mouvement et de faire la place à ces gens-là et d'essayer de mettre en lumière ces gens-là, ce qu'ils ont à proposer. Mon second rôle, si ça avait fonctionné, c'était d'être le chien de garde, que ces choses-là puissent se faire derrière et qu'on puisse avoir ces choses-là. Qu'est-ce que tu vois, ceux qui voulaient aller en politique, allez en politique. Répondez aux sirènes de la République si vous voulez. Mais nous, on sera là, derrière, en tant que chien de garde, à voir ce que vous faites. Quand je dis vous, c'est potentiellement des gilets jaunes. Parce qu'à un moment donné, la question aurait pu se poser. Pourquoi pas aller chercher l'Assemblée? Très bien, allez-y. Mais il y a encore des Rodriguez et d'autres mecs comme moi derrière qui vous laisseront y aller. Mais faites une connerie, on vous fera rappeler d'où vous venez. Tu vois? C'est à nous de nous impliquer. C'est c'est les groupes citoyens. Et j'en reviens au cahier de doléances. Si tu veux la solution, si tu veux un projet concret, essayons d'aller chercher ces cahiers de doléances, d'en extraire l'essence même et de mettre ça sur la table pour l'ensemble des Français, vu que c'est leur désirata à eux. Moi, c'est pas ce que moi je veux qui est important. Tu penses que l'ensemble des gens ont besoin. Tu penses qu'on n'écoute pas les Français? Qu'est-ce que tu penses de la démocratie aujourd'hui? Ben, elle est foutue en l'air. Alors, on n'est pas dans une dictature. Hein. Je sais que j'entends dictature, dictature. Tu sais, moi, je suis d'origine portugaise. Quand tu discutes avec des Portugais qui ont connu la dictature jusqu'en 75,
si tu pouvais pas dire le mot dictature au Portugal dans un café. Nous, on peut encore le dire si tu veux. D'accord, il t'arrivera rien. Mais on est sur une dérive autoritaire, quelque peu fasciste, même limite fasciste capitaliste. C'est-à-dire que c'est le capital qui nous écrase aujourd'hui. D'accord, ce capital à outrance, tu vois, qui en impose, c'est lui qui nous appauvrit, c'est lui qui nous fait du mal, c'est lui qui veut faire de, par exemple, la santé un business qui ne devrait pas être, tu vois. C'est contre ça qu'on devrait combattre au final, tu vois. Et si tu essayais de te projeter à 2030, 2035, dans 10 ou 15 ans, tu la vois comment cette France? J'ai 60 berges. Tu la vois comment la France? Les Français, la démocratie, la politique, le gouvernement, je sais la pas, santé, l'éducation. je suis pas devin, je peux pas te dire comment je peux la voir, je pourrais te dire comment je ne voudrais pas la voir. J'ai beaucoup de gilets jaunes qui parfois venaient me voir avec leurs enfants et qui me disaient « T'as vu Jérôme? Un futur révolutionnaire. » Non. J'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose qu'à moi. Autant soit-il que je sois révolutionnaire, encore faudrait-il que je le sois. Mais je voudrais pas qu'il lui arrive la même chose que moi. Moi, je voudrais qu'il profite de ce que nous avons gagné. Donc, ce que je voudrais pas voir, c'est nos enfants sur le terrain de la rue à manger exactement la même chose qu'on a pris parce qu'eux vont prendre encore pire que nous, parce qu'ils se professionnalisent encore plus sur la répression et de faire en sorte que les mouvements de lutte n'émergent pas. Mais alors du coup, est-ce que la révolution va devoir continuer encore pendant des années? Ou est-ce que... Il n'y a pas de révolution. Aujourd'hui, il n'y a pas de révolution. Le problème de la révolution, c'est que ce qu'on nous a appris à l'école, ça connote forcément le sang. La révolution, je ne suis pas d'accord avec toi, je prends ma fourche, je vais buter ta mère. T'es prêt pour ça? Alors comment on peut... C'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, aujourd'hui, tu prends mon cas et tu prends le cas des autres mutilés. Ok? Je vais faire un paradoxe, même si l'histoire n'est pas la même. Tu prends les révolutions d'Ukraine de la place Maïden. Ok? Ben, il y avait un mec, un barbu, limite, tu prends sa gueule, limite, il me ressemble un peu. Ils l'ont buté. D'accord? Quand tu butes quelqu'un dans un mouvement populaire ou dans un mouvement de mécontentement, t'en fais un martyr. Les martyrs, tu les enterres. Mais comme tout bon vivant que nous sommes, les morts, on les oublie, la vie continue pour nous. On va se rappeler de lui un an après, on va commémorer sa mort. On va faire un petit truc, si tu veux. Nous, c'est plus vicieux. On nous a laissé la trace sur le visage. Le mort, tu l'oublies. Nous, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Et tous ceux qui me regarderont un jour n'oublieront jamais ce qui nous est arrivé. Et il va se passer deux choses. Soit tu vas donner du courage à certains. Oh putain, lui, il a des couilles. J'y vais. J'en ai plein qui m'ont dit, ah, moi, je continue à y aller. Attends, si Rodriguez s'il y va, j'y vais. Et il y en a plein. Ah non, moi, j'y vais plus. Là. Et je comprends, hein, j'entends. Hein. La peur, hein, on ne peut pas juger la peur. Hein. On ne juge pas les gens qui ont peur. Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, si tu veux, pour arriver à une révolution concrète, si encore on connaît la définition même du mot révolution. Révolte peut-être, mécontentement, débordement. Tu vois, il y a plein de mots, insurrection, il y a plein de choses. Bien sûr, comment... Bien sûr. Bon, toi... Parce qu'on me dit, ouais, il faudrait que les magasins soient vides. Ah, mais les jours où les gens... C'est une forme de révolte. C'est une forme de révolte. Ouais, mais si le jour où les magasins sont vides, il sera trop tard. Hein. Parce que tu sais, à un moment donné, je faisais pas confiance au film, mais quand je vois ma vie, ce qui m'est arrivé, et que tu te dis, bah, il y a des choses qui y ressemblent, généralement, dans les films, quand il commence à plus rien avoir à bouffer, ça se passe très mal quand même. Hein. C'est chacun pour soi, et pousse-toi de là que je m'y mette. Hein. Ok. Donc toi, au niveau personnel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens professionnellement dans ta vie perso, sans rentrer dans les détails? Est-ce que toute cette période, tous ces événements ont eu un impact sur ta vie d'aujourd'hui? Et si oui, est-ce que tu t'en remets? C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça t'a coûté cher? Ça m'a coûté très cher. Très cher. Okay. J'ai pas envie de toucher la corde sensible, hein, je te non, mais c'est pas ça, c'est que l'image médiatique qui a été donnée de ma personne n'est pas du tout vraie pour la majeure partie des choses. Quand on me dit que je suis un assisté... alors j'ai fermé plusieurs gueules hein, à sortir mon CV et à sortir mon parcours professionnel. Ça c'est très compliqué d'être traité de feignant ou d'assister ou de mec à profiter de quoi que ce soit. Non, j'ai un parcours de 20 ans, j'ai étudié, j'ai principalement travaillé 15 ans dans le jouet. Tu vois, je suis beaucoup plus calé en Barbie et en Playmobil qu'en Révolution quelque peu.
J'ai été responsable du plus grand magasin de jouets sur Paris, par exemple, tu vois, pour donner un ordre d'idée, pour fermer quelques bouches. J'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans. Ma première fiche de paye, j'avais 17 ans. Et donc, puis je suis aussi d'origine portugaise, donc j'ai un père qui m'a mis au charbon quand même assez tôt, hein, et qui m'a inculqué les valeurs du travail. Donc toute cette image médiatique qui a été donnée de moi, c'est très compliqué pour retrouver du travail, chose que je peux comprendre. J'ai fait du recruiting, hein. Je pourrais avoir un mec en face de moi qui me ressemble, je pourrais me poser la question si je le prends ou si je le prends pas. Hein. Donc je peux comprendre là, mais avant d'imaginer, laissez-moi vous expliquer, et vous verrez que c'est pas du tout la personne qui a été décrite dans les médias. Je suis pas non plus là à foutre la merde dans toutes les boîtes où je rentre ou quoi, ok, c'est pas du tout. Quand il y a un travail, je travaille. Donc ça, c'est compliqué. Familialement parlant, comme j'ai fait de la merde, à beaucoup plus donner mon temps au mouvement et aux personnes qui composaient le mouvement et peut-être pas forcément faire le bon choix, ça aussi c'est très compliqué, on va pas se mentir. Et puis voilà, j'ai passé des... Alors ça, les gens m'avaient prévenu, mais en soi, c'est pas ce qui me gêne le plus. J'ai passé beaucoup de moments très entourés, et aujourd'hui, je connais de grands moments de solitude. Mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir et de me remettre aussi en question et de faire aussi le bilan de ce que j'avais vécu et aussi le bilan des Gilets jaunes. Et donc, j'essaie de remonter la pente quelque peu. Faut donner un ordre d'idée, tu sais, j'ai perdu pratiquement les 3/4 de mon pouvoir d'achat. Voilà. Alors, j'ai bien gagné ma vie, j'ai eu des fracassages au sol, des accidents de vie comme on appelle. Donc j'ai eu l'habitude de ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué de vivre avec comme j'ai jamais eu l'habitude de vivre. Mais on s'habitue. Ouais. On apprend au final, c'est un mal pour un bien, parce que tu apprends à t'apercevoir que tout ce qu'on nous met, tu as plein de choses, tu vis très bien sans télé. Tu vis très bien sans télé. Il y a 2-3 trucs que tu peux pas vivre sans. Un frigidaire, une machine à laver, c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais tu vis très bien sans télé, quoi. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça vaut le coup de rester en France ? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'arracher? Comment tu juges les gens qui quittent la France par désespoir? Tu sais quoi, j'ai eu la chance d'aller travailler 1 an en Espagne, à Madrid. Ils travaillent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins bien payés qu'en France en tout cas, mais ils ont une putain de vie. Et donc tu te poses la question? Non, c'est pas que je me pose la question. C'est que je me dis, moi j'ai jamais été dans l'optique de partir, d'ailleurs on m'avait même proposé de partir définitivement en Espagne et puis par la suite au Portugal, dans un schéma de parcours professionnel. Je peux comprendre, ouais, partez. Tu sais quoi, je vais en Espagne, pourquoi? Parce que la branche espagnole de ma société pour laquelle je travaille en France fait beaucoup plus de thunes qu'en France. C'est de l'ordre de 1 pour 15. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se dit, putain, l'Espagne, ils ont un truc. Ils ont un truc. Donc Rodriguez, tu vas aller là-bas, tu parles espagnol, tu vas te former, ils vont te former à la méthodologie de vente espagnole, puis tu vas venir former les Français derrière, tu vois. Et puis au bout d'1 an, je reviens et je leur dis, mais c'est pas possible. Ben pourquoi? Ben parce que tu vois, à l'époque, je faisais de la conception de boutique, c'est-à-dire tu vas devenir vendeur de chaussures, je te fais ta boutique. En Espagne, tu vends une boutique 3000 balles, les mecs vont te la fabriquer pour 800 € en 24 heures. D'accord? En France, tu vends une boutique 3000 balles, elle va te coûter 5000 balles à monter. Et en plus, en Espagne, on va beaucoup plus te la personnaliser, en France, on va te la Ikeaiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le coût du travail, c'est pas pareil. C'est mort. Alors, il y avait quelques méthodologies que j'ai pu, moi, surtout sur la personnalisation, parce que ça, c'est aussi un schéma de vente que les gens n'avaient pas compris, mais ça, c'est hors sujet. Mais en France, on était beaucoup sur le client roi. Moi, il y a 20 ans, j'ai travaillé pour Disney sur ma formation, et on nous apprenait déjà le client moi, la personnalisation du client, savoir personnaliser. Chacun veut sa petite paire de baskets personnelles, sa petite machin, sa petite touch, tu vois ce que je veux dire? Ça, en France, on sait pas faire, très Ikeaisé. Ça commence à venir sur le qualitatif service client, si tu veux. Et ça, donc, bon, tout ça pour revenir à te dire que si les gens ont la possibilité de partir par rapport à moi, l'expérience que j'ai vécue en Espagne, même si je travaillais comme un chef, parce qu'ils ont signé du nez quand je leur ai envoyé les heures sup, si tu veux, parce que là-bas, les mecs sont à 40 heures. Je leur ai envoyé 52 heures d'heures sup, ils ont signé du nez la boîte pour laquelle je bossais.
Limite, ils étaient pas, parce qu'on ne peut même pas dépasser les 48 en France. Et je dis, hey, ici, ça bosse, les gars, on bosse. Mais la vie, enfin, j'allais dire la vie de ma mère, tu ne mettras pas ça, mais je vivais bien, c'était bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu bosses comme un chien, mais à 18h, tu vas prendre un petit coup comme vivent les Espagnols, tu vois, parce qu'il a fait tellement chaud la journée que l'après-midi, il n'y a pas un pélo dans la rue, mais le soir, c'est vivant, tu vois. Alors, peut-être que aussi, j'étais quelqu'un qui découvrait, mais si les gens l'appellent. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Certaines communautés, surtout les communautés africaines, du nord au sud, où on te dit que l'Afrique, c'est le pays le plus émergent, avec un taux de croissance pratiquement à hauteur de 13%, qui est celui le plus haut du monde. Mais les mômes, là, prenez les études en France, prenez vos langues paternelles ou maternelles, et barrez-vous au pays faire vos couilles en or, quoi, là-bas, quoi. Bah ouais, parce qu'en France, c'est mort, tu peux pas faire de business. Ouais, donc déjà, si tu gagnes 100 balles, t'as filé 60 balles à l'État, tu les as même pas gagné les 100 balles. Donc très peu d'espoir pour nos enfants en France finalement. Ben dans l'absolu, ça, en tout cas en l'état actuel, c'est chaud, c'est compliqué. Et puis en plus, on est le vieux monde, on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. On est le vieux monde, les gars. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est le vieux monde. On s'est fait croquer à 90% pour la Chine. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé dans le jouet. Tu vois on est des pignoufs, on nous fait croire des légendes urbaines, qu'on est, ça je pense que c'est même un des principaux cancers de la France, nous faire croire qu'on est les champions du monde dans tout. Je te garantis que j'ai pris le TGV en Espagne, c'est encore mieux qu'en France. Ils roulent à 300, t'as un qualitatif service de ouf là-bas. Les hôpitaux, moi je connais bien l'Espagne, les hôpitaux sont nickel. Ça je peux pas te dire, j'ai pas eu la chance d'être malade, entre guillemets. Non mais tu prends l'exemple de ma mère qui, comme je te l'ai dit, communiste, donc la sacro-sainte sécurité sociale. Ma mère est partie vivre au Portugal, elle est passée à la sécurité sociale portugaise. Je l'ai regardée, j'ai dit, ouais, elle m'a dit, c'est la même merde. C'est la même merde. En France, on nous fait croire qu'on a le meilleur service de santé. L'argument terrible qui nous permettra de mettre à mal la sécurité sociale, sur la merde qu'on a déjà aujourd'hui, on nous fait croire qu'on est encore les meilleurs du monde, alors qu'au final, dans des pays, c'est exactement la même chose. T'as du pognon, t'es soigné très vite, t'as pas de pognon, ça dure un peu plus longtemps, et t'as moins de chances d'être soigné. Voilà, c'est partout pareil. Bon, je te parle pas des États-Unis, c'est différent, certes, mais en tout cas, on n'est pas les champions du monde dans tout. Hein. La gastronomie, on est les 8e au monde, alors qu'on est censé avoir les meilleurs chefs du monde. Ça faisait 16 ans, on n'a jamais gagné le meilleur pain au monde. Il y a plein de trucs où on nous fait croire qu'on est les champions du monde. Ça se dégrade. Alors que non, on l'a été. Tu sais, le problème du champion du monde, c'est que derrière, il y a les challengers. Et si tu continues pas de bosser, les challengers, ils viennent te manger. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, avec la bande d'incompétents qu'on a, on s'est fait bouffer. Tout simplement. Au-delà du champagne, du foie gras, on a quoi? Tu vois? Ah, les Doliprane, c'est pas important, les Doliprane, c'est pas important, Doliprane. Tout le monde a voulu nous dire que c'était pas important. Parce que les Américains, ils achètent un truc qui est pas important, non? Non, parce qu'on n'a toujours pas compris qu'un Américain, quand il met $1 sur un queutru, c'est quand même pour en retirer 4, quoi. Bah oui, mais alors justement. Je comprends pas, c'est quoi l'argument? Justement, tout ce patrimoine culturel, industriel qu'on avait, on s'en débarrasse depuis quelques années. On a tellement, limite, au-delà du projet que certains peuvent imaginer qu'on veut vendre du je ne sais trop quoi, on a tellement des branquignoles au gouvernement qui nous ont mis 3000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'ils font? Comme dans toute bonne famille, on va vendre des bijoux de famille. Et après, il ne reste plus rien. Forcément. Les mecs, ils sont tellement à l'arrache, ils ont tellement fait n'importe quoi avec notre argent, qu'à un moment donné, ils vont tout utiliser pour peut-être rembourser ce que l'on doit, sauf qu'on ne sait même pas à qui on le doit, ce pognon d'ailleurs. Tu vois? C'est pas clair. C'est ça, c'est à un moment donné, tu t'as pas d'argent pour faire tourner la sécu ou les hôpitaux ou l'enseignement. Tu revends, je sais pas moi, le budget de l'éducation nationale, c'est 40 milliards. Tu revends 15 milliards la FDJ, bon ça va, tu peux encore payer quelques profs, tu vois. Pour faire simple, hein, c'est plus compliqué, on va dire, pour faire simple, tu vois. On en est là aujourd'hui. Les mecs, ils ont tout ruiné, plus d'industrie, plus rien. Et donc, on n'a plus rien à vendre. On n'a plus rien à vendre et les autres pays ne nous achètent pas. Ou alors, ils nous prennent. Donc, ils vendent ouais, comme tu dis, à un moment. Explique-moi, en 76, d'accord, aujourd'hui, on est technologie 2024, machin, patin couffin. En 76, tu prends une centrale nucléaire, tu mets 5 ans à la fabriquer, ça te coûte 1 milliard d'euros. Ils ont mis 27 ans à construire un EPR pour je sais pas combien de milliards de ouf. Tu vois la technologie aujourd'hui. On était les champions du monde du nucléaire. Elle est partie où notre compétence? Elle est passée où cette compétence? Non, on n'a pas formé les mômes à souder du nucléaire. Aujourd'hui, c'est des Américains qui prennent $1500 pour venir nous souder les trucs. On était copiés par tout le monde nous espionnait. On était les champions du monde. Ouais, champions du monde, on s'est fait manger. Et là, aujourd'hui, le matériel, non seulement il se casse la gueule,
parce que les centrales vont pas bien, hein, le parc va pas bien, et on n'a plus rien, on n'a plus rien. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi je veux bien parler de projets, mais en soi, moi je dirais plutôt, ouais, les mecs ils ont pas su gérer, et ils nous vendent le matos parce qu'il nous reste que ça. Espérons que ça va changer la prochaine fois. Ouais, enfin moi l'espoir j'y crois pas. Hein. Ouais. Ouais, l'espoir, si tu reprends la mythologie, c'est resté dans la boîte à Pandore. Moi je crois en désespoir. Est-ce que tu penses Parce que le désespoir, l'énergie du désespoir te fait gagner des guerres. Est-ce que tu penses... Alors déjà, est-ce que tu crois en la politique? Bah, est-ce oui, que tu penses qu'on est en train d'en faire? Est-ce que tu penses qu'il y a un candidat, alors sans faire de militantisme, est-ce que tu penses qu'il y a un candidat ou un groupe politique qui est honnête et qui veut vraiment du bien à la France? Ou est-ce que tu penses qu'ils mangent tous dans la même gamelle et qu'il n'y a rien à en tirer? Alors actuellement, la gauche fait élire Macron. La droite travaille avec Macron et l'extrême droite maintient Macron en place. Ça te donne le topo. C'est clair. Voilà. Tu vois quelque chose là-dedans? D'accord? Moi, je suis de gauche. Je vote à gauche. C'est pas la lutte des classes aujourd'hui, c'est la lutte des places. Je vais prendre cher, hein. On fout. À un moment donné, on se remet en question, on fait les choses, on prend ses couilles. D'accord? Mais avant d'être de gauche, je suis gilet jaune et mon premier combat, c'était de dégager Macron. Ça fait plusieurs fois qu'on a l'occasion de le dégager, au-delà des légendes urbaines que c'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit réélu. Mon premier combat, c'était de le dégager. On a eu plusieurs fois l'occasion de le faire, et à chaque fois, on vient nous emmerder avec un barrage républicain, à défaut de le dégager. Alors, si l'ennemi de la gauche, c'est l'extrême droite, l'ennemi de la gauche, c'est aussi Macron. Et qu'à défaut d'en avoir un contre qui se battre, on s'en prend deux. Okay. Donc, à un moment donné, moi, on est tous cocus. Et là, au pire, je parle aux gilets jaunes. Je parle même pas pour les autres, parce que chacun fait ce qu'il a à faire, mais je parle aux gilets jaunes, de gauche comme de droite, de ceux qui votent Mélenchon comme de ceux qui votent Marine Le Pen, vous êtes tous cocus. Mélenchon, quand je dis Mélenchon, c'est la gauche, cette gauche-là a fait passer Macron, et cette droite-là, elle maintient Macron. Si vous êtes gilet jaune, ni l'un ni l'autre, vous n'adhérez. Parce que notre premier combat, c'était de dégager. Si les gilets jaunes ont réussi à faire quelque chose pendant leur mouvement, c'est quand même de mettre un petit caillou dans la chaussure de Macron qui l'a empêché de sprinter. Parce que grâce à nous, on l'a retardé dans son projet, si projet il y avait, au moins de quelques années. Parce qu'une fois que nous on s'est éteint, il a déroulé le mec. Hein. Plus personne pour l'arrêter. Hein. C'est vrai. Ouais, on peut nous dire ce qu'on veut, mais le mec on l'a détendu quand même, quelque peu. Hein. Et dès que ça parle de gilets jaunes, hein, ça claque des dents, ça cogne des genoux. Hein. Ils sont pas bien les mecs. Hein. On a au moins ça. Ok Jérôme, je te remercie pour cette interview, ça a été très intéressant. Bah de rien.